Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans la série Mémoire de papier. Pour ceux et celles qui ignorent ce qu'est Mémoire de papier, il s'agit d'un programme de conférence mettant en vedette les documents conservés au sein de la collection nationale et patrimoniale, plus particulièrement à BNQ Rosemont-La Petite Patrie, où nous nous trouvons présentement et où nous avons l'habitude d'accueillir le public. À chaque séance, des bibliothécaires passionnés nous montreront leurs documents coup de cœur selon une thématique choisie. Donc, bienvenue à cette première présentation virtuelle de ce cycle de conférences. À titre indicatif, cette dernière sera enregistrée. Notre conférencier de ce soir se nomme Alban Berson. Alban est cartothécaire. Il vous parlera des mythes géographiques de la Nouvelle-France et d'ailleurs, selon 5 mythes cartographiques. Au cours de la présentation ainsi qu'à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos questions à Alban par le biais de la fenêtre de clavardage, le chat qui se trouve en bas de votre écran. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Alban et vous souhaite bonne présentation. Merci Leïla, bonsoir tout le monde, merci d'être parmi nous. Donc, je vais vous parler de mythes géographiques concernant plus particulièrement la Nouvelle-France, mais aussi un peu les environs, vous le verrez, et parfois même la frontière n'est pas si claire que ça. Tout d'abord, je voulais vous montrer cette carte qui est une belle acquisition que nous avons faite très récemment. En fait, c'est une carte assez célèbre, une carte d'un cartographe très influent, Abraham Ortelius, un Hollandais. Elle date de 1570 et la copie que nous avons acquise, elle a cette particularité d'être du tout premier tirage. Donc, elle est assez rare et il y en a une centaine de copies répertoriées dans le monde. On la reconnaît facilement d'ailleurs à une petite erreur qui a été commise dans l'Atlantique. Vous voyez un petit archipel là qui s'appelle les Canaries. En fait, ce ne sont pas les Canaries, ce sont les Açores. Et c'est une erreur commise par le graveur Franz Hoberger. Et en fait, après avoir imprimé une centaine de copies, on s'est aperçu de cette erreur et elle a été rectifiée sur la plaque. Donc, c'est comme ça qu'on peut reconnaître cette toute première édition. Donc, on a là à peu près l'Amérique standard telle qu'on la voit en 1570, du point de vue de sa représentation cartographique. Et donc, comment ça se passe un peu la cartographie du continent? Eh bien, la plupart des cartographes, bien sûr, sont des Européens et la cartographie évolue au fur et à mesure des explorations. Donc, les explorateurs utilisent eux-mêmes des cartes quand ils partent, mais en fonction des observations nouvelles qu'ils peuvent faire sur place, ils les amendent, ils indiquent de nouvelles informations et on retourne en Europe où là, on va synthétiser les nouvelles informations et pour mettre à jour la carte. Alors, ça peut se faire de façon très informelle, un peu au hasard des connaissances, des relations, ou dans le cas de certaines nations au XVIe siècle, en particulier l'Espagne, d'une manière très systématisée, régulée par l'État. En Espagne, il y a ce qu'on appelle le Padrón Real, qui est en fait la carte maîtresse, qui est mise à jour continuellement dès qu'on a des nouvelles informations et qui est réservée à l'usage exclusif, bien sûr, des navigateurs et des explorateurs au service de la nation ibérique et de son roi. Alors, le continent se dessine petit à petit, de mieux en mieux, de plus en plus précisément, mais il ne manque pas de se produire, de temps à autre, des anomalies, c'est-à-dire des aberrations totales, des choses qui apparaissent sur les cartes, mais qui ne devraient pas y être. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes ce soir. En fait, ces notions-là, j'appelle ça des mirages cartographiques parce que c'est un peu comme un mirage, ça a tous les atours de l'existence, ça nous saute aux yeux quand on regarde la carte, et pourtant, ça ne correspond à rien dans la réalité. C'est pas jeune cette histoire parce que, bon, contrairement à une légende un peu trop répandue, Christophe Colomb savait très bien que la Terre était ronde. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est lancé dans cette expédition à la recherche d'un chemin vers l'Asie à travers l'océan Atlantique. Il ne connaissait pas le Pacifique. Et en fait, Colomb savait que la Terre était ronde, mais dans une lettre
à Isabelle de Castille. Il précise qu'à son avis, ce n'est pas exactement une sphère, ça aurait plutôt la forme d'une poire ou, dit-il même, les psychanalystes en font leur régal, du sein d'une femme, et que la pointe de la queue de la poire, si vous voulez, ou le téton du sein en question serait en fait l'Amérique et peut-être même le paradis perdu, le paradis sur Terre. Donc, ça commence presque immédiatement les mirages géographiques dès que les Européens commencent à explorer l'Amérique. Alors cette carte, je la diffuse, mais malheureusement nous ne l'avons pas encore, disons, dans les collections de BANQ. C'est là une carte de la Library of Congress que je vous montre. C'est difficile de se repérer quand on la regarde au début parce que c'est une des toutes dernières cartes qui considère les découvertes, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y avait on ne découvre pas une terre déjà peuplée, mais c'est une carte qui considère les découvertes qui ont été faites, comme Terre-Neuve, qu'on voit ici, ou Cuba, comme étant en fait l'extrémité orientale de l'Asie. Ce cartographe ne pense pas qu'il s'agisse d'un nouveau continent, bien qu'il y a des cartographes au même moment, en 1507, notamment Walsmüller, qui eux commencent à avoir l'intuition qu'il s'agit d'autre chose. Donc, sur la carte, on peut repérer, vous voyez, si vous vous repérez par rapport à la France et l'Espagne, en face, on peut voir une espèce de forme un peu triangulaire, là, qui est Terre-Neuve, puis la grande péninsule, là, qui s'avance, c'est le Groenland, et vous voyez, elle est agglomérée à l'ensemble du continent, sur lequel on peut voir des termes qui sont tirés de Marco Polo, donc qui désignent très nettement l'Asie, comme on voit par exemple le mot Tibet, ou le mot Cathay, qui désigne la Chine. Et je voudrais attirer votre attention sur cette petite île, double île, un petit minuscule archipel en forme de hamburger. Et en fait, Johann Reusch est le premier à faire apparaître cet endroit sur les cartes, et il appelle ça l'île aux démons. Et sur la petite légende en latin, près de l'île, il est écrit « Les marins qui se sont approchés de ces îles ont été tant tourmentés par les démons qu'ils n'ont pu s'en échapper sans danger. » Alors, c'est difficile de savoir exactement à quoi ça correspond, mais on peut supposer que les pêcheurs qui fréquentaient ces eaux, et Reusch lui-même a peut-être, on n'en est pas certain, mais il a peut-être navigué avec Jean Cabot, on peut imaginer qu'ils aient comparé ces eaux de l'Atlantique Nord très, très violentes à l'enfer et qu'ils aient pu, dans les souffles, dans les vents, dans les tempêtes, entendre comme des démons. Il y a aussi une possibilité que ces démons en question soient en fait les mêmes que les Scandinaves, quand ils se sont installés au Groenland et qu'ils ont visité l'Amérique du Nord, appelés les Skrulling, qui sont décrits dans les sagas à plusieurs reprises, la saga du Vinland et la saga d'Éric le Rouge, la saga des Groenlandais également. J'ai trouvé un extrait, par exemple, où on dit, alors ça c'est le point de vue scandinave bien sûr, c'était des hommes noirs et hideux qui avaient de vilaines chevelures, ils avaient de grands yeux et des pommettes larges. Donc en fait, il s'agirait peut-être là de témoignages de la rencontre entre les Scandinaves, islandais en l'occurrence, et les Béotucs, peuple de Terre-Neuve dont les derniers représentants se sont éteints malheureusement au cours du 19e siècle. Donc il s'agirait peut-être, en fait, les démons, ce seraient peut-être des humains, mais qui n'appréciaient pas les nouveaux arrivants ou cette irruption, et qui se défendaient notamment en poussant des cris et en manifestant leur colère. Et donc ils auraient pu être identifiés à des démons. Ça va assez loin, cette histoire de démons, pour certains cartographes, puisque Giovanni Battista Ramusio nous montre donc, au nord de Terre-Neuve, en 1556, une immense île relativement grande qu'il appelle, bon, c'est pas compliqué de le lire en italien, Isola dei Demoni, donc l'île aux démons, encore une fois, et il ajoute une petite touche encore plus démoniaque. Si vous voyez au nord de l'île, donc en haut à droite de la carte, on voit des espèces de démons ailés avec comme des ailes de chauve-souris. Ça tombe très bien à proximité de Halloween. Et donc, il nous montre ces démons-là. Il a l'air de croire en l'île aux démons et il met en exergue le côté diabolique du lieu par des ornements.
Il y a un cartographe qui était cosmographe du roi, en fait, André Thévet, qui lui a repris cette idée d'une île aux démons et l'a fusionnée avec une histoire qui a passionné bien des gens au XVIe siècle, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Roberval, en 1542, est dans le fleuve Saint-Laurent, il y avait à bord du navire une jeune parente de Roberval, probablement sa nièce, qui s'appelait Marguerite de la Roque, et elle aurait eu une aventure à bord avec un marin. Bien sûr, c'était hors mariage et c'était intolérable pour Roberval, à la grande rigueur morale. Et il aurait abandonné la jeune femme, son amant, ainsi qu'une douane, là, un chaperon, une vieille dame qui s'occupait d'elle. Il les aurait abandonnés tous les trois sur une île déserte. Et la jeune femme, d'ailleurs, sur cette île sur laquelle ils auraient survécu un certain temps, aurait donné naissance à un enfant qu'on peut voir sur l'île ici, telle qu'elle est représentée par TV. Et en fait, elle aurait été sauvée 2 ans plus tard par un bateau de pêcheurs et elle aurait raconté son récit à André Thévet. Alors, Thévet a un problème, parfois, il est un peu affabulateur, donc il n'est vraiment pas certain que cette rencontre ait eu lieu. Mais ça lui permet de faire fusionner les deux histoires, l'histoire de l'île aux démons et l'histoire de Marguerite de la Roque. Il va un peu loin dans la description, TV, il dit que si on s'égare sur l'île, on risque de rencontrer des maudits esprits qui vous font 1000 algarades par les bois et déserts en plein midi. Je lis en vieux français, c'est pas évident. Les diables ont des corps passibles qui, étant frappés, se dévalent et sont brûlés s'ils approchent le feu. Donc il y a vraiment une description aussi des démons en eux-mêmes. Un peu plus tard dans sa vie, TV aura admis que peut-être que ces descriptions démoniaques qu'il dit tenir de Marguerite étaient un petit peu dues à la solitude qui, dit-il, donnait grande force à l'éblouissement de ses apparitions. Peut-être qu'il avait eu des commentaires sur le côté un peu difficile à croire de son histoire et qu'il a reculé, qu'il a commis une petite palinodie, un retour en arrière en disant que peut-être que Marguerite avait des hallucinations. En fait, Ramusio, quand il nous fait cette illustration-là, ce à quoi il pense peut-être, c'est un épisode des relations de Cartier, puisqu'il est le premier à les éditer. Il traduit Cartier en italien, il le connaît très bien. Et à un moment donné, dans la deuxième relation de Cartier, Jacques Cartier nous raconte qu'il voulait se rendre à Hochelaga, mais que les Iroquoiens qu'il avait rencontrés, voulant maintenir un certain monopole commercial avec les Français, ne voulant pas donner l'opportunité aux gens d'Hochelaga de commercer avec eux, avaient élaboré un stratagème pour leur faire renoncer, les dissuader d'aller jusqu'à Hochelaga. Cartier nous dit que les autochtones donc, avaient fait habiller 3 hommes en la façon de 3 diables, lesquels avaient des cornes aussi longues que le bras et étaient vêtus de peau de chien blanc et noir et avaient le visage peint aussi noir que le charbon. En fait, des autochtones se sont déguisés en diables, en démons, si on veut, pour effrayer les Français et les dissuader d'aller jusqu'à Hochelaga. C'est peut-être ça qui inspire Ramusio dans ses ornements. On pourrait dire, oui, mais les autochtones n'ont pas cette notion du diable cornu, c'est quelque chose de très chrétien, de très européen à l'époque, et c'est une bonne remarque. Mais il s'agit du deuxième voyage de Cartier, et lors du premier voyage de Cartier, il a ramené 2 des neveux de Donnacona en France pour qu'ils apprennent le français pendant 1 an et puissent ainsi ensuite servir de truchement, c'est-à-dire d'interprète entre Français et Iroquoiens. Et à cette occasion, les 2 jeunes hommes auront bien eu l'opportunité d'observer notamment des carnavals ou toute manifestation mettant en scène le diable ou les forces maléfiques telles que vues par les Européens, et peut-être qu'ils auront mis à profit ces observations-là. Donc voici pour l'île aux démons. Est-ce que vous avez des questions sur cette île aux démons? Je vais me tourner vers Leïla. Merci à toi. Oui, nous avons une première question. On nous demande, est-ce que l'île aux démons correspond à une île connue? Alors, c'est une bonne question. C'est possible. Et il est possible qu'elle soit entièrement
imaginaire dans le sens métaphorique, hein, métaphore d'un endroit dangereux et qu'il n'est pas souhaitable de fréquenter. Mais il est possible aussi, si on considère sa position géographique légèrement au nord de Terre-Neuve, qu'il s'agisse en fait de Belle-Île, la seule île d'importance dans le détroit de Belle-Île. Il y a une toute petite île à côté qui s'appelle Lark Island, où il y a également une petite île tout au nord de Terre-Neuve qui s'appelle Kirpon, sur laquelle il y avait probablement une population de Béotucs. C'est possible aussi que ce soit dans cette zone. Pas d'autres questions? Donc, je vais passer au lac de Conibas, qui est un endroit bien mystérieux, qui apparaît sur les cartes à partir de 1561. Alors, je vais vous montrer ici, ça c'est une carte extraite d'un atlas d'un certain Wittfliet, qu'on a ici à BANQ-Rosemont. Et bon, je ne vais pas lire le commentaire, mais Wittfliet nous décrit cette partie comme si elle était assez bien connue. Il nous décrit des peuplades assez violentes qui s'affrontent systématiquement les unes les autres, et de gens d'ailleurs très, très, très athlétiques et qui sont, il ne manque pas de le souligner, païens. Ce lac de Conibas est visible aussi sur les cartes d'André TV, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'on observe quand on lit les récits de voyage, ou plutôt la façon dont ils ont été compilés par les savants européens, quand on lit les atlas, c'est que le mythe du lac de Conibas, donc une grande ville qui s'appellerait Conibas, qui serait située à proximité d'un lac ou sur une île elle-même située sur un lac, ce mythe-là enfle avec le temps. Selon un certain Gomorra, par exemple, un espagnol, il est dit « Au bord du lac de Conibas est une grande ville, longue de 7 lieues et large de 2, remplie de beaux édifices, séparés les uns des autres par des bois, des jardins, des vaisseaux argentés et vergues dorés, desquels on n'a jamais aperçu dans les mers de cette partie du monde. » Donc, si vous voyez un peu la position de... C'est très difficile de lire cette carte, d'ailleurs, parce qu'on est dans une géographie qui est très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si vous voyez en bas de la carte, on voit Hochelaga, donc qui correspond plus ou moins à la position de Montréal. Et on voit ensuite, donc au nord-ouest d'Hochelaga, cette espèce d'échancrure là, de la mer et une île sur laquelle est écrit Conibas, et à côté est écrit Lago des Conibas, donc le lac de Conibas. Ça fait dire à beaucoup de commentateurs qu'il s'agit de la baie d'Hudson. Seulement, c'est un peu anachronique, parce que le lac de Conibas apparaît sur une carte de Giacomo Gastaldi, dont il n'existe qu'un seul exemplaire à la British Library. Donc, je vous montre la partie relative à l'Amérique ici. Et on voit le lac de Conibas sur le volet de gauche, à droite du volet de gauche, Lago Conibas, il est écrit. Donc, ça apparaît en 1561. Il n'est pas vraiment pensable qu'il s'agisse de la baie d'Hudson, parce que la baie d'Hudson, elle tient son nom de Henry Hudson, qui l'a explorée en 1610. C'est quand même un peu anachronique. En outre, tous les géographes parlent d'une étendue d'eau douce, alors que la baie d'Hudson, c'est une échancrure de la mer, c'est une baie, c'est de l'eau salée. Donc, ça ne correspond absolument pas à ce qui est décrit. Certains ont pu avancer l'idée qu'il s'agirait en fait du lac Winnipeg, mais là on est encore plus dans l'anachronisme parce qu'il n'y a pas d'Européens à proximité du lac Winnipeg avant la fin du XVIIe siècle. Puis on pourrait dire peut-être que des Amérindiens ont témoigné de l'existence de la baie d'Hudson auprès d'Européens. Je suis assez dubitatif parce que Cartier lui-même tient l'existence de la baie d'Hudson des explorations des Anglais dans un premier temps et seulement ensuite de témoignages amérindiens. En fait, je vais essayer de refaire la généalogie de ce lac étrange selon deux hypothèses. Alors, j'ai deux solutions. Soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Il y en a une que c'est moi qui ai élaborée et l'autre, mon collègue Jean-François Palomino. En fait, dans les deux cas, ça viendrait aussi des explorations de Cartier, et en particulier de la deuxième relation de Cartier, la relation de son deuxième voyage, qui est la plus longue et la plus détaillée. Il pourrait y avoir un mot étrange employé par Cartier qui pourrait être à l'origine de Conibas. Les Européens, à cette époque-là,
ils interrogent presque systématiquement les Amérindiens sur la présence de gisements de métaux. Et c'est ce que fait Cartier avec les Iroquois. Et la deuxième relation de Cartier mentionne plusieurs fois ce type d'interrogation et elle comprend de nombreuses informations, notamment relatives au cuivre. Je cite Cartier. Cartier nous dit « Et par les sauvages que avons-nous a été dit que c'était le commencement du Saguenay et terre habitée et que de là venait le cuivre rouge qu'ils appellent Keknedatse. » Donc, ce que les Américains appellent Saguenay, en fait, c'est pas ce que nous, on appelle le Saguenay. Ça correspond plutôt à la partie intérieure du continent qui s'étend de l'actuelle cette île jusqu'au lac supérieur en passant par le Saguenay d'aujourd'hui. Puis les terres qui entourent le lac supérieur, c'est depuis 7000 ans un site d'extraction du cuivre par les autochtones. C'est un métal assez aisé à travailler, le cuivre, parce qu'il ne nécessite pas d'être fondu ni raffiné. Et beaucoup de cultures autochtones différentes les ont utilisés pour la fabrication d'outils, d'armes, de bijoux. Donc, Keknedatse, le mot iroquoien pour cuivre, c'est quand même assez laborieux à transcrire pour un esprit européen, on peut l'imaginer. En plus, les graveurs doivent inscrire les mots à l'envers sur les plaques à imprimer, c'est comme une étampe. Donc, on peut imaginer que dans une erreur d'inattention, demeurée inaperçue par le caractère totalement étranger de ce mot, un D a pu devenir un B. Quant au A, il a pu être changé en O. L'orthographe n'est pas normée au XVIe siècle, à plus forte raison pour un mot iroquoien. Donc, le Keknedatse du récit de Cartier a très bien pu devenir Conibas, à travers le burin de Gastaldi ou d'un de ses collaborateurs. Et il s'agirait alors du lac supérieur, situé très approximativement. C'est la première hypothèse. On voit aussi le lac de Conibas sur une carte d'André TV. Je vous laisse la contempler en entier. Et le détail ici, on voit tout à gauche, petit détail que j'ai préparé, le lac de Conibas, vous voyez à peu près au nord-ouest d'Hochelaga, qui s'appelle ici Hochelaga et dont la région s'appelle Chilaga. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième hypothèse. Il est possible, en fait, que ça vienne, ce mot-là, non pas de la... Alors, ça vient toujours de Cartier, mais pas tellement de la géographie physique, mais plutôt d'une créature. Une créature un peu improbable. Cartier, dans le passage de sa deuxième relation, consacrée à décrire la manière dont les Iroquois du Saint-Laurent collectent la matière première nécessaire à la fabrication des colliers de wampum, il écrit, Cartier, je le cite, « La plus précieuse chose qu'ils aient en ce monde est Esnogi, lequel est blanc comme neige, et le prennent au dit fleuve en cornibo. » Mot très étrange, je vais vous le dire après. En fait, c'est un coquillage, je le dis tout de suite. En la manière qui en suit. Quand un homme a desservi mort ou qu'ils ont pris aucun ennemi à la guerre, donc quand un homme est mort ou qu'ils ont capturé des ennemis, il le tue puis l'incise par les fesses et cuisses et par les bras, jambes et épaules à grande taillade. Puis, dans le lieu où est le dit Esnogi, avale le dit corps au fond de l'eau et le laisse 10 ou 12 heures, puis le retire à mont et trouve dedans les dites taillates et incisures, les dits cornibaux, desquels ils font manière de paternostre et de ceux usent comme nous faisons d'or et d'argent et le tiennent pour chose la plus précieuse au monde. Donc, en fait, ce que Cartier a compris qu'on lui a raconté et qu'il a manifestement compris de travers, parce que cette pratique n'existe absolument pas, c'est que pour récolter les colliers nécessaires à la fabrication les coquillages nécessaires à la fabrication des colliers de wampum, on utilise des cadavres, qu'on les incise, qu'on les plonge dans l'eau d'un lac et que ces cadavres sont alors colonisés par des petits coquillages qu'on retire quelques semaines plus tard et dont on se sert pour faire les colliers de wampum. Le mot employé à 2 reprises par Cartier pour désigner ces créatures, c'est un mot très inusité, cornibo, parce que ce n'est pas un mot français, c'est un régionalisme normand. Cartier est breton, mais il a beaucoup de contacts avec les Normands, notamment à Dieppe, et il s'agit d'un régionalisme qui désigne les coquillages en forme de vis, un peu là, qui deviennent pointus, très cylindriques. Et de cette lugubre histoire de coquillages mangeurs de chair, peut-être que Giacomo Gastaldi aurait développé l'idée d'un lac des cornibaux
qui se serait traduit, qui aurait été un peu latinisé et écrit différemment sous lac de Conibas. Le fait est qu'il n'y a aucun témoignage sur les mœurs et l'artisanat des Iroquois du Saint-Laurent qui corrobore le récit de Cartier. Mais précisément, quand Cartier arrive à Hochelaga lors de son deuxième voyage, les deux truchements, les deux traducteurs qui l'accompagnaient, il leur a laissé congé, il les a laissés retourner dans leur famille en chemin. Donc, quand il arrive à Hochelaga, il n'a aucun traducteur, il ne bénéficie pas de ce service-là, et donc tout ce qui lui est raconté est très sujet à caution. C'est probablement là une déclinaison laurentienne du mythe de Babel, si vous voulez. Cette histoire de Cornibaud et de Conibas est peut-être le résultat d'un gros malentendu, tout simplement. C'est un Français qui a cru comprendre ce que lui disait un Iroquoien, et peut-être que c'est comme ça qu'un coquillage a accouché à la fois d'un lac et d'une cité environnante. Est-ce qu'on a des questions? Le lac de Conibas, comme vous voyez, apparaît sur de nombreuses cartes. Quand je parle de mythe géographique, ce n'est pas parce que c'est apparu une fois sur une carte. Généralement, ça se perpétue dans le temps. Les cartographes s'inspirent les uns des autres. Parfois, ils colligent des informations supplémentaires. Là, on voit que le lac communique avec une proto-baie du Tson sur la carte de Mathias Quad. Donc, ça se perpétue pendant parfois plus d'un siècle. Est-ce qu'il y a des questions sur le lac de Conibas, Leïla? Donc, oui, nous avons deux questions. La première, comment s'écrit Cornibaud? C-O-R-N-I-B-O-T. Ah, B-O-T. Et la deuxième question, est-ce que Jacques Cartier a fait des cartes et se trouve-t-elle à Béanque? On sait que Jacques Cartier a fait des cartes, pour plusieurs raisons, mais principalement par des lettres de son neveu rédigées quelques décennies après les explorations, qui mentionnent les cartes telles que réalisées par Cartier, mais il n'en subsiste aucune copie connue. Elles ont disparu probablement à jamais, donc on ne les a pas, mais personne ne les a non plus, malheureusement. On sait, en tout cas, lors du troisième voyage, il y a un événement qui se produit qui est très intéressant, c'est que quelques jeunes Iroquoiens proposent d'expliquer à Cartier, de lui montrer à sa demande le nombre de rapides qu'il y a entre à peu près ici, c'est-à-dire à peu près Montréal, et le lac Ontario, et ils vont disposer des bâtons sur le sol et poser des branchages, les bâtons représentant le fleuve, et poser des branchages en travers pour représenter les rapides, et ils en posent 3. Disant qu'il y a en fait 3 zones de rapides, et Cartier copie cette carte au bâton. On sait qu'il la copie, donc elle a existé. Malheureusement, elle s'est perdue dans les aléas de l'histoire. Alors, je vais passer au mirage cartographique suivant. Oui, pas d'autres questions. Alors, celui-ci, on le voit énormément sur beaucoup de cartes, et pendant très longtemps. En fait, c'est Friesland. Donc, une île gigantesque, assez grande, en tout cas sur cette carte-là, en plein milieu de l'océan Atlantique, au sud de l'Islande. Une île qui s'appelle Friesland, et vous la voyez sur des cartes de cartographes très influents, Mercator, Ortelius, vraiment le haut du panier. On a cru à ça pendant extrêmement longtemps, jusqu'au début du XVIIIe siècle, en fait. Et ça commence sur cette carte-là, en 1561, en fait, ça commence en 1558, mais ici, nous avons l'édition de 1561, par un Vénitien qui s'appelle Niccolo Zeno, et qui, lui, produit cette carte sur la base, dit-il, de documents qu'il a chez lui concernant ses aïeux, et notamment un de ses aïeux qui s'appelle Niccolo comme lui, donc un autre Niccolo Zeno, et qui aurait voyagé dans l'Atlantique Nord entre 1380 et 1394. Alors, Zeno prétend ceci, et malheureusement, il nous dit que, alors ses raisons sont assez étranges, il avait amassé cette documentation, enfin sa famille, il a hérité de cette documentation qui se trouvait dans les archives de sa famille, mais quand il était enfant, il a barbouillé sur ces documents, il s'est amusé avec et les a beaucoup abîmés.
et il les a déchirés et endommagés. Et dit-il qu'il ne peut s'en souvenir sans une immense douleur. Il aurait également, en plus d'un livre qui raconterait ses aventures et de plusieurs lettres entre les frères Zeno concernant ses voyages dans cette île de Friesland, il y aurait eu une carte également, il appelle ça une carte nautique. Il dit qu'elle se trouve au moment où il écrit encore dans les archives de sa maison. Et il dit, bien qu'elle soit vieille et pourrie par les années, j'ai réussi assez bien, et pour ceux dont les yeux apprécient ces choses, cela servira à éclairer la compréhension de ce qui ne pourrait bien se comprendre sans cela. Donc on a cette île de Friesland qui apparaît et on peut, dans le doute, croire Zeno. Il n'y a pas beaucoup de sources sur l'Atlantique Nord au XVIe siècle, alors on va faire confiance à Zeno et reproduire cette île. Comme je vous disais tout à l'heure, on la voit partout. Est-ce une île purement imaginaire? Je n'en suis pas certain, en fait. C'est sûr que Zeno, dans son récit, en rajoute beaucoup, essentiellement par patriotisme. Il veut montrer que ses ancêtres vénitiens ont eu une vague connaissance d'îles situées au large de l'Amérique et peut-être de l'Amérique elle-même, qu'il appelle le Drogeo, comme on le voit tout à fait en bas à gauche de la carte, en tout cas une région de l'Amérique, qui est peut-être Terre-Neuve, c'est pas sûr. Mais en 1785, il y a un géographe français qui s'appelle Philippe Buache, qui étudie cette question et qui dit que peut-être, en fait, Friesland, dans la mesure où elle est à la même longitude que les îles Féroé, peut-être que c'est une erreur dans le calcul de la longitude, qui était vraiment une erreur très commune au XVIe siècle, puisqu'on n'avait pas de moyens pour connaître la longitude. Et peut-être qu'il s'agit en fait des îles Féroé. Donc, les îles, vous voyez encore Friesland ici. Les îles Féroé, c'est ce petit archipel, quelque part entre les Shetland de l'Écosse et l'Islande. Je l'agrandis ici, donc ça c'est bien sûr la carte telle qu'on la connaît aujourd'hui, et que peut-être l'aïeul de Zeno, ce qu'il aurait connu, et là où il aurait guerroyé pendant 14 ans, ce serait en fait les îles Féroé. Donc, Philippe Buache a produit cette théorie par le calcul. Moi, ce que je vous propose de faire là assez rapidement, c'est de regarder la toponymie, donc les noms de lieux, sur la plus ancienne carte qu'on ait des îles Féroé, que j'ai trouvée à la Bibliothèque royale du Danemark, et de voir s'il n'y aurait pas des points communs avec les noms de lieux sur Friesland que le fameux Zeno aurait lui-même tiré de la carte de son aïeul, qui s'appelle aussi Niccolò Zeno, mais qui, lui, aurait dressé cette carte dans les années 1380, alors que Zeno, lui, c'est en 1558. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, peut-être que vous y aurez déjà pensé, c'est que le mot Friesland est assez proche de Ferorarum, employé par le cartographe danois ici, qui s'appelle Debes, et c'est encore plus proche d'ailleurs du vieux danois, ça se dit en vieux danois Fero-Islanda, et je l'ai fait vérifier cette information auprès de collègues de la Bibliothèque royale du Danemark. On voit aussi une petite île isolée en rouge, vous voyez, il y a beaucoup d'exemples, mais je vais en passer quelques-uns, qui s'appelle Little Demon, en fait, donc petit diable, petit démon. Et elle s'appelle Ledeve sur la carte de Zeno, donc Little Demon sur la carte de Debes. Les termes se ressemblent énormément. Au sud, en vert, vous avez le Sundero Golfo qui correspond au Sudero Fjord, ça se ressemble beaucoup. Sorand en bleu ressemble beaucoup à Suderoe. Donc vous m'avez compris, beaucoup de lieux se ressemblent. Peut-être le plus marquant, c'est le point à l'extrême sud, là en violet. Sur la carte de Zeno, c'est appelé Monaco, donc le moine en italien. Et pour Debes, sur la carte des îles Féroé, ça s'appelle Munk, le moine en danois. Donc, et tout simplement parce qu'il y a eu à cet endroit-là un rocher qui avait vaguement, dont la silhouette évoquait la forme d'un moine. Et puis malheureusement, à cause de l'érosion, ça s'est effondré en 1884. Mais ça fait quand même beaucoup de points communs. Donc en fait, il est fort probable que ce bon vieux Philippe Buache ait eu une excellente intuition. Lui n'avait pas examiné la toponymie, il a juste examiné les questions de calcul
de la latitude et des erreurs qu'on pouvait commettre à l'époque, mais il est possible que Friesland ne soit pas tellement une île imaginaire, mais plutôt les îles Féroé, extrêmement mal situées et aussi représentées d'une façon méconnaissable. Mais ça, c'est assez commun. Quand il y a un archipel en cartographie ancienne, souvent on va le représenter en faisant une grande île entourée d'îles plus petites. Ça permet l'inscription de toponymes lisibles, des noms de lieux lisibles, comme on peut le voir là sur la carte de Zeno. Et c'est justement ce qui nous a permis de déterminer que peut-être il ne s'agit pas d'une île complètement imaginaire, mais c'est ça, des îles Féroé extrêmement mal situées. Y aurait-il des questions sur ce mirage cartographique de Friesland, Leïla? Oui, alors, on demande. À chaque fois, vous mentionnez qu'il y a des cartographes italiens. On demande, est-ce que les cartographes étaient surtout italiens à cette époque? Alors, c'est une très bonne question. En fait, au XVIe siècle, plus qu'italien, je dirais vénitien, on a vraiment Venise, c'est un centre du savoir. Bon, à cause de sa situation dans la Méditerranée, c'est la ville qui est un carrefour. Un carrefour entre l'Orient et l'Occident, bien sûr, qui va être d'ailleurs un peu isolé après la colonisation de l'Amérique parce qu'il est moins bien situé que les villes plus proches de l'Atlantique. Mais à ce moment-là, au XVIe siècle, c'est encore un carrefour de sciences, des arts, bon, ça c'est très bien connu, mais beaucoup aussi des géographes. Et il y a notamment le grand compilateur de récits de voyage des années 1550, Giovanni Battista Ramusio, et son collaborateur, le cartographe Gastaldi, qui sont là. Il y a beaucoup d'excellents géographes et qui ont l'avantage d'avoir des informations qui viennent à peu près du monde entier. Il y a aussi en Europe une sorte de couloir qui permet assez rapidement d'accéder de Nuremberg à Venise. Nuremberg est une ville extrêmement importante du point de vue commercial également, où il y a donc beaucoup de foires aux livres et de documents qui circulent. Et les Vénitiens disposaient de cette position-là et ils en ont profité pour produire énormément de connaissances géographiques. Oui, ensuite, bien sûr, ce sera l'âge d'or de la cartographie hollandaise, flamande, énormément. Mais c'est vrai qu'au XVIe siècle, l'Italie joue un rôle important dans la représentation qu'on se fait de l'Amérique du Nord, de notre territoire, même si finalement très peu de Vénitiens, pratiquement pas en fait, participent aux explorations elles-mêmes. Il y a bien sûr beaucoup de navigateurs d'origine italienne. Colomb lui-même, Verrazzano, le premier navigateur envoyé en Amérique par un roi de France en 1524. Beaucoup sont d'origine italienne, mais pas tellement de Vénitiens. Mais pour ce qui est de travailler dans les cabinets, de compiler l'information géographique, de produire des cartes, de produire des atlas, les Vénitiens, en effet, ont pas un monopole, mais vraiment une position très, très favorable en Europe au XVIe siècle. On a une autre question. Oui. On demande ici, est-ce que ce travail d'analyse comparé, en fait, est-ce que ce travail d'analyse compare des toponymies? Pardon, je vais reformuler. Est-ce que ce travail d'analyse comparé des toponymies a également été fait avec Terre-Neuve ou le Groenland? Et on demande ensuite les terres visitées par les Vikings en 1200, 1300. OK. La comparaison des toponymes, là, je l'ai faite pour Friesland. On pourrait peut-être la faire éventuellement pour Terre-Neuve, mais pour des raisons que je n'ai pas vraiment le temps de développer, je me suis concentré sur Friesland parce que je pense qu'en dehors de Friesland, la toponymie de Zeno est assez mensongère, en fait. Et peut-être imaginaire, notamment pour Drogueo, qui serait l'Amérique. S'agissant des terres explorées par les Scandinaves, on connaît bien sûr le site d'Ansomido à Terre-Neuve vers l'an 1000, et la colonisation du Groenland commence à la fin du Xe siècle. Donc il y a beaucoup de présence, il y a longtemps une présence scandinave qui s'éteint, les deux colonies qu'il y a au Groenland s'éteignent vers la fin du XVe siècle.
pour différentes raisons. On a mentionné, il y a une célèbre lettre du Vatican qui mentionne des attaques de païens. Il est possible aussi que ce soit par une sorte d'épuisement des ressources ou de capacité à les produire. Ça reste quand même une affaire assez énigmatique. Mais oui, il y a eu des colonies scandinaves au Groenland et les explorations sont probablement portées jusqu'à l'île de Baffin. Une autre question? Oui, plusieurs questions en une question. Donc, j'y vais. Allez-vous parler des différentes façons dont la lieue était mesurée selon ce que le navigateur ou le cartographe... je vais reformuler. Allez-vous parler des différentes façons dont la lieue était mesurée selon que le navigateur ou le cartographe soit espagnol, italien ou autre? On commence par celle-ci. Et après, on dit la lieue espagnole se comptait à 161 par 3 lieues par degré, tandis que les Portugais et les Italiens la comptaient à 17 lieues par degré. Cette différence de calcul expliquerait la non-concordance des cartes produites au 16e et au début du 17e siècle. C'est vrai. En fait, on utilise souvent le terme lieu en termes de mesure, mais chaque nation a sa lieue et parfois même au sein d'une même nation, il y a ce qu'on appelle la lieue et la grande lieue. Parfois une unité de mesure supérieure. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, qu'on différencie la lieue à terre de la lieue maritime. Donc, il y a énormément d'unités de mesure et parfois, il n'est pas… Alors, sur certaines cartes, on voit plusieurs unités qui sont prises en compte, par exemple la lieue espagnole, la lieue française, la grande lieue de France et la lieue allemande, mettons. Mais sur d'autres, notamment au XVIe siècle, il n'y a généralement pas cette information-là. Et en effet, ça peut être une cause de confusion sur les cartes géographiques, de ne pas savoir quelle unité de mesure a été utilisée. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que ça, c'est une question que je n'avais pas prévu d'aborder, mais un certain flou dans le positionnement des territoires était relativement bien accepté, notamment après le traité de Tordesillas qui séparait le monde entre ce qui appartient aux Portugais et ce qui appartient aux Espagnols à partir d'une certaine ligne. Le fait de ne pas pouvoir positionner exactement cette ligne faisait en sorte que entre Espagnols et Portugais, on pouvait s'entendre grosso modo sur la présence des uns et des autres à tel endroit ou sur son caractère inacceptable en revanche. C'était moins rigide qu'une simple ligne comme ça, latitudinale, aurait pu obliger à être. D'autres questions? Non? Alors, je vais évoquer un sujet qui m'est assez cher ici, c'est l'Arctique de Mercator. Donc, une question? La personne a ajouté un commentaire. D'accord. Puis il y avait une rectification, on voulait dire 16 et un tiers et non 161. Je crois sur parole parce que je ne les connais pas par cœur. Pardon. Et l'autre, en fait, on dit, c'est justement parce que la lieue des Portugais ratissait plus large qu'ils se sont retrouvés avec le Brésil. Oui, absolument. Exactement. Donc, Mercator. En fait, son article, là, Mercator, donc on a cette magnifique édition de 1628 de sa carte de 1595 à BNQ. On voit clairement la façon dont il représente l'Arctique. Et en fait, ça apparaissait déjà sur un petit carton de sa map monde de 1569. Alors, on voit que c'est une représentation du Grand Nord très, très particulière. Il y a en fait, c'est difficile à décrire, mais on dirait 4 continents, un ensemble de 4 continents séparés donc par 4 fleuves. Et au centre, il y a une gigantesque montagne, en fait, que Mercator appelle Rupes Nigra et Altissima, une roche noire et gigantesque, qui est en plein milieu. Et les 4 fleuves, si on veut, les 4 bras de mer plutôt, convergent vers cette montagne
vont s'engouffrer dans ses entrailles et pénètrent les entrailles de la Terre pour aller ressortir dans différents fleuves à travers le monde. C'est extrêmement étonnant de la part de Mercator de décrire l'Arctique de cette façon. D'une part, parce que Mercator est un cartographe extrêmement fiable, qui travaille avec beaucoup d'informations. C'est ça, il est très bien documenté. Et également, c'est étonnant parce que de toute façon, qui est allé en Arctique et qui a pu faire un rapport de voyage là-dessus? Et c'est bien là qu'est la question, en fait. C'est que Mercator, il nous décrit cet Arctique étrange, peuplé notamment par ce qu'on appelle les Hyperboréens. Alors, les Hyperboréens, c'est un mythe qui date des Grecs. Pline l'Ancien en parle également. C'est un peuple du Nord, une espèce de Nord indéterminé, qui serait un peu des demi-dieux et dont le mode de vie correspond à une sorte d'âge d'or de l'humanité. Donc, il y a ces Hyperboréens-là, il est mentionné aussi des pygmées qui peuvent correspondre à la manière dont les Scandinaves décrivent les Inuits, qui leur paraissaient petits comparés à eux. Ce n'est pas impossible non plus. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant qu'Élisabeth n'envoie Frobisher explorer l'Amérique du Nord et voir s'il n'y aurait pas un passage au nord de l'Amérique permettant d'accéder aux Indes, John Dee, qui est un grand savant, hein, un polymathe, quelqu'un qui s'y connaît dans tous les domaines et qui est un conseiller d'Élisabeth, écrit à Mercator au sujet de cette représentation de l'Arctique, puis lui demande en fait où est-ce qu'il a trouvé ça. Et Mercator lui explique, et en fait il recopie une partie du document qu'il avait à sa disposition. Ça viendrait d'un certain Jacob Knoksen, dont on ne trouve absolument rien et ni mention ailleurs dans l'histoire. Ce Jacob Knoksen serait un Belge, dit Mercator, qui aurait synthétisé deux documents. D'une part, une geste d'Arthur de Bretagne, donc une légende d'Arthur qui serait disparue, cette légende particulière, et un autre texte qui s'appelle Inventio Fortunae, les découvertes de la fortune, qui est mentionné par d'autres géographes également. C'est vraiment pas une affabulation, certainement pas de Mercator, mais pas non plus du dénommé Knoksen, mais qui a disparu avant l'invention de l'imprimerie, hein, qui a permis de multiplier les copies. Il existait probablement quelques copies manuscrites et malheureusement, Mercator lui-même n'a pas pu le consulter. Mais ce Knoksen en question a fait une synthèse de la geste d'Arthur de Bretagne racontant sa colonisation du Groenland, en fait, et de ce qu'on trouvait dans Inventio Fortunae, à savoir un moine dans les années 1360 qui, en ayant recours à la magie, aurait été en mesure d'explorer le Grand Nord et de revenir avec cette description. Et en fait, la carte de Mercator est très fidèle à cette description qui est faite par Jacob Knoksen, mais je pense que Mercator lui-même avait de grands doutes, mais c'est la seule source qu'il avait à sa disposition. Il n'y a aucun voyage vers l'Arctique auquel il puisse se fier. Il n'y a pas de description à partir d'un certain niveau au nord au nord de l'Islande. On ne sait rien. Alors, dans le doute, il n'a qu'une seule source, donc il se fie entièrement à celle-ci. Et il représente l'Arctique de cette façon. On peut cependant trouver derrière la façon dont c'est décrit, il y a peut-être une part de vérité derrière la légende. Notamment, il est question d'un moine qui aurait été envoyé par le roi de Norvège dans ces territoires. Et on sait qu'en effet, dans les années 1360, donc à peu près à la même date, le roi de Norvège a envoyé un moine qui s'appelait Bardarson, Ivar Bardarson, au Groenland, où il est resté pendant 20 ans, et il était parti initialement pour rappeler les Groenlandais qui étaient sujets du roi de Norvège, leur rappeler leur devoir de contribuables, hein, de payer leurs taxes à la Norvège, et aussi de rappeler leur devoir de bons chrétiens, parce qu'il semblait qu'ils les oubliaient un petit peu également. Donc, il y a bien un moine qui est allé très au nord et à proximité des Amériques, donc au Groenland, dans les années 1360. Il y a peut-être une part de vérité dans ce récit.
Et c'est ce sur quoi se base Mercator pour représenter l'Arctique de cette façon très étonnante. Il y a des livres entiers qui ont été consacrés. Des questions peut-être sur l'Arctique de Mercator? On nous demande, est-ce qu'un voyage dans l'Arctique, aurait été possible au Moyen Âge? Dans l'Arctique, pas véritablement. C'est-à-dire qu'on peut se rendre assez au nord, comme les Scandinaves sont allés jusque dans la baie de Baffin, comme on disait, enfin jusqu'à proximité de l'île de Baffin, on ne sait pas exactement où, hein, qui s'appelait Helluland. On peut bien sûr se rendre au Groenland, mais au septentrion, comme ça, vraiment au pôle Nord, tel quel, il n'y avait pas la technologie ou les ressources nécessaires pour entreprendre de tels voyages. Une autre question peut-être? Non? Donc, je vais passer à mon dernier mirage, qui est pas inintéressant non plus. Il s'agit du Nouveau-Danemark. Alors, on connaît bien sûr tous la Nouvelle-France, la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Angleterre. On sait peut-être qu'il y a eu une Nouvelle-Hollande, que l'ancien nom de New York était la Nouvelle-Amsterdam. Et Nouveau-Danemark, ça c'est très étonnant. Et en effet, à partir du XVIIe siècle, en fait précisément à partir de 1647, mais surtout sur cette carte de 1650, on voit dans la baie d'Hudson, donc à l'ouest de la baie d'Hudson, ce Nouveau-Danemark. Alors c'est un toponyme assez étonnant. En fait, à l'origine, ça vient d'une expédition assez hors norme, parce que toutes les expéditions pour trouver le passage du Nord-Ouest, au XVIIe siècle, il y en a de nombreuses, mais elles sont toutes anglaises, sauf une. Et en effet, le roi Christian IV du Danemark envoie le capitaine Munch avec deux petits bateaux, enfin un moyen et un petit, dans une expédition à la recherche du passage du Nord-Ouest. Après tout, pourquoi pas le Danemark? Et ça va mal se passer, en fait. Les hommes partent, ils sont 64, en comptant les hommes qu'il y a sur les deux bateaux. Il y en a un qui, dès le nord de l'Europe, il y en a un qui tombe par-dessus bord. Ce n'était pas bon signe le deuxième jour. Et donc, ils naviguent et ils se perdent un temps. Ils ont deux pilotes anglais à leur service et ils se perdent à un moment donné dans ce qu'on appelle aujourd'hui la baie de Frobisher, en fait. Ils pensent passer le détroit d'Hudson, mais en fait, ils sont dans la baie de Frobisher. Donc, ils perdent du temps. Ils retournent sur leurs pas. Et là, finalement, ils trouvent le détroit et s'enfoncent dans la baie d'Hudson. Seulement, comme ils ont perdu du temps, c'est la fin de l'été. L'automne arrive et des glaces commencent à se former et ils se retrouvent prisonniers dans la baie d'Hudson et ils n'ont pas d'autre choix que d'hiverner dans la baie d'Hudson, ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Alors, ils tirent le plus gros bateau, ils le mettent à sec et ils vont y passer l'hiver. Mais petit à petit, alors que le journal de bord de Munch ressemblait au début à quelque chose de vraiment très intéressant qui décrivait la faune, la flore, la géographie locale, ça va bientôt devenir une rubrique nécrologique. Ils meurent les uns après les autres, en particulier du scorbut. Du scorbut parce que, c'est ça, ils ne mangent aucun produit frais. La seule chose qu'ils sont capables de trouver, c'est des petites perdrix blanches, des animaux. Ils tuent aussi des renards au début. Mais bon, de toute façon, ça ne soigne pas ceux qui attrapent le scorbut. Ceux qui l'ont déjà, en plus, ne sont pas en mesure de mâcher. Donc, vraiment, c'est une hécatombe. Et finalement, quand arrive le printemps, ils ne sont plus que 3 survivants, dont Munch lui-même. Ils vont un peu se restaurer en mangeant des petites baies, des bleuets à partir du mois d'août. Ils vont chasser un peu, pêcher. Ils avaient des restants aussi de vin qui ont enfin dégelé. Et tant bien que mal, ils arrivent à se remettre sur pied et ils abandonnent là le bateau moyen et ils repartent avec le tout petit bateau qui normalement se navigue à 7 ou 8. Mais là, ils vont essayer de le manœuvrer à 3. Et finalement, tant bien que mal, ils arrivent à s'échouer sur une île quelque part près de la Norvège où ils seront secourus. Et d'ailleurs, où un des 3 hommes commettra un meurtre le soir même dans une taverne et sera mis en prison.
Donc, c'est une expédition absolument catastrophique, mais ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, parce que dans les années 1646-47, il y a un certain Isaac de la Pereire, qui est un Français qui est en mission diplomatique au Danemark et qui s'informe sur tous ces documents et sur cette expédition auprès de savants danois. Et en collaboration avec le géographe du roi Nicolas Sanson, du roi de France, bien sûr, ils parlent tous les deux de ça et ils créent donc sur la carte aussi, sur cette première carte en fait de la Pereire lui-même qui est conservée ici à BNQ, ils créent ce toponyme Nouveau-Danemark. Et en fait, pourquoi est-ce que la France ferait comme ça une fleur au Danemark? Il n'y a pas vraiment de raison particulière, ils sont alliés à ce moment-là, mais en fait, c'est tout simplement que de créer un nouveau Danemark, ça permet de contester l'hégémonie de l'Angleterre sur le nord du continent. Toutes les expéditions sont anglaises. La baie d'Hudson est appelée baie d'Hudson. Tous ces endroits portent des noms anglais. Bien sûr, on ne prend pas en compte les autochtones dans ces considérations-là. Mais entre Européens, ça commence à devenir dangereux pour la Nouvelle-France qui se retrouve entenaillée par des territoires revendiqués par l'Angleterre. Donc, on va contester. La cartographie, c'est une science, mais c'est aussi une modalité de la revendication territoriale. Donc, on va contester cette hégémonie anglaise en créant un nouveau Danemark. Et d'ailleurs, Sanson, c'est pas son seul fait d'armes parce qu'il a tendance à exagérer un peu la présence d'autres peuples européens. Par exemple, il y a un petit comptoir et un bourg de cabanes quelque part près de la baie de la Delaware. Il appelle ça la Nouvelle-Suède. Il fait pareil avec la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Belgique. Il aime bien comme ça contester l'hégémonie de l'Angleterre et ne pas faire que la Nouvelle-France soit encerclée par des territoires tous anglais. En fait, c'est une mésaventure danoise, le Nouveau-Danemark, mais c'est aussi une bravade française. La cartographie, c'est aussi une affaire de politique. Est-ce qu'on a des questions sur on voit plusieurs sur cette carte des mirages. On voit Friesland, dont on a parlé. On voit le Nouveau-Danemark également. C'est la première fois qu'un Anglais utilise le terme Nouveau-Danemark, 1680, donc 30 ans plus tard. Et cette carte, cette partie-là est simplement une traduction du français. Donc le toponyme a intégré naturellement la cartographie, bien que le cartographe soit anglais. C'est ça, on voit Friesland. Et par contre, le cartographe s'est abstenu de représenter l'article de Mercator, il a laissé en blanc, comme on le fait pour un territoire inconnu. Pour les questions, nous avons une question et je rappelle aussi que les questions se posent par écrit par la fenêtre de chat. J'ai certains qui ont levé la main. Donc, s'il vous plaît, par le chat. Donc, nous avons une question. Mais si les cartographes français ont inventé le nouveau Danemark, est-ce que le Danemark pouvait affirmer que ces terres lui appartenaient? À ma connaissance, ils ne l'ont pas fait. Et cette affirmation géographique, en fait, n'a pas de valeur légale, ça n'a pas la valeur d'un traité ou quoi que ce soit. Je pense que justement, c'est assez caractéristique que Sanson accorde ces territoires à des nations qui, de toute façon, ne représentent pas une menace pour la France, le Danemark, la Suède. La grande rivale, c'est l'Angleterre, éventuellement, bien sûr, l'Espagne avant. Ce n'est pas une grosse nation, donc c'est un petit territoire qu'on accorde comme ça à un peuple européen inoffensif. Je laisse. Oui, nous avons une autre question. À quel point les tentatives de contrer l'hégémonie anglaise sur le continent à travers les cartes ont une influence sur les Anglais et la reconnaissance de leur territoire? C'est vraiment une question complexe. En fait, je ne suis pas certain que ça ait un impact. C'est un peu une bataille de savants entre eux. En revanche, quand on va s'affronter véritablement au niveau de la conquête,
on va aussi s'affronter, je dirais que c'est concomitant intellectuellement. C'est-à-dire que pour les Anglais, avant la conquête, la Nouvelle-France est vraiment très petite. On a même des cartes où la rive sud du fleuve Saint-Laurent n'en fait pas partie, y compris la rive sud au niveau de Montréal, Longueuil, Boucherville, sur certaines cartes anglaises. Ça fait même pas partie de la Nouvelle-France. Par contre, après la conquête, quand la Nouvelle-France prend le nom de province de Québec, finalement, c'était quand même un peu plus grand. C'est-à-dire que quand ça appartient aux autres, c'est petit, mais quand ça nous appartient à nous, c'est plus grand. Je dirais plus que la géographie traduit la rivalité. Est-ce qu'elle a un impact réel sur cette rivalité? Pas dans le cas de la rivalité franco-anglaise sur l'Amérique du Nord. J'en suis vraiment pas certain. Mais c'est à examiner. Autre question. Est-ce que les cartes qu'on a vues sont numérisées chez BANQ et sont-elles accessibles au public? Excellente question. En fait, toutes les cartes qui sont tirées de nos collections que je vais montrer ce soir sont présentes dans BANQ numérique. Peut-être toutes sauf une qui a été numérisée très récemment. Donc, c'est possible qu'elle n'y soit pas. Mais vous pouvez les retrouver dans BANQ numérique. Et bien sûr, j'ai montré aussi certaines cartes comme celle-ci de Jens Munch qui viennent d'autres institutions comme la Bibliothèque royale du Danemark ou la British Library. Donc, malheureusement, celle-ci, on ne les a pas. Mais on a une collection extrêmement complète dans BANQ numérique. Je vous conseille de sélectionner, si vous aimez les cartes anciennes, sélectionnez simplement cartes géographiques et ensuite trier par date de la plus ancienne à la plus récente. Vous avez toutes les cartes anciennes qui vont apparaître là. Je ne dirais pas toutes, mais un grand nombre de nos cartes anciennes sont numérisées. Alors, merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je crois que Leïla va faire une annonce pour le prochain mémoire de papier. Alors, c'est un rendez-vous jeudi le 10 décembre 2020 à 18h. Donc, ce sera Jean-François Palomino, historien et coordonnateur à la recherche et à la diffusion des collections patrimoniales, qui nous présentera la présentation suivante, cartographier le fleuve Saint-Laurent à l'époque de la Nouvelle-France. C'est un rendez-vous. Merci à tous d'avoir participé et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir.